Bonjour. Aujourd'hui, pour Noël, on a eu l'idée de vous offrir un cadeau qui est très délicat. Je ne sais pas si vous arriverez à vous en emparer, mais ce cadeau, c'est la liberté. Aujourd'hui, on voudrait vous dire comment et pourquoi on peut être libre et comment on peut arriver à une telle chose. C'est pour ça que on a mis ce décor de Noël pour que vous puissiez voir que c'est un cadeau que nous voulons vous faire. Comme je vous le disais, aujourd'hui nous parlons de la liberté. Pour que nous puissions être véritablement libres et que notre liberté soit un modèle quasiment éthique, eh bien, il faut pour cela que nous nous portions à devenir de plus en plus responsables. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a mis la table, parce que dans l'idée même de la responsabilité, quand on voit ce qu'on a fait de la Terre après 400 ans d'activité industrielle, pendant 400 ans on a surexploité ce monde, si bien qu'aujourd'hui il est en train de fondre au milieu du cosmos. Pour cette raison, nous pensons que nous devons nous porter responsables, et en nous portant responsables, je veux vous rappeler quelques petites choses. D'abord, je vous rappellerai qu'une mère, donc la mère primordiale, l'Ur-Mutter, quand elle a eu pour la première fois l'enfant, et qu'elle l'a posé sur son ventre, elle a forcément dû avoir un petit peu d'angoisse, car il fallait... au début, on ne savait pas comment on allait pratiquer avec le cordon ombilical, etc., etc. Donc, elle a eu une espèce d'angoisse quand le petit bébé a commencé à téter son sein et puis à s'alimenter. Et il a fallu peut-être qu'elle attende un jour et demi, 2 jours, pour voir quand allait apparaître d'une part un peu de pipi et peut-être après les selles d'or. Et cette période-là a dû être extrêmement angoissante pour elle. Donc, ce qu'on comprend avec la mère primordiale, c'est que l'enfant a tété le lait du sein maternel et la nourriture est descendue à l'intérieur de lui. Et c'est cela qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que grâce à l'anthropocène, c'est-à-dire grâce à ce développement industriel porté par l'homme, on a fini par manger n'importe comment et puis de manger des quantités qui étaient en dehors de toute proportion. Il ne faut pas croire qu'en mangeant de grosses quantités, on obtient plus d'énergie qu'en mangeant de petites quantités, surtout en mangeant des choses qui soient choisies. C'est pour ça que là, sur la table, aujourd'hui, on vous a mis plusieurs choses. D'une part, vous voyez, ici, ce sont des noix. Toutes ces noix-là, qui sont là, des noisettes et des noix, tout ça, on y a ramassé par terre en allant se promener dans la nature. Donc, on a des noix, on a des noisettes, et on peut, grâce à cet outil magnifique, casser la noisette, vous voyez, dégager la noisette. Voilà, je vais la dégager, la petite noisette, voilà. Et alors là, je vais vous dire, déjà rien en humant, ah, cette noisette, mais c'est déjà magnifique. Voilà quelque chose que j'ai ramassé par terre et que je vais pouvoir mettre dans ma bouche, que je vais pouvoir mâcher tranquillement, manger tranquillement et l'avaler. Et ça sera porteur d'une énergie extraordinaire puisque ça vient directement de la nature. Il n'y a pas eu d'intermédiaire, il n'y a même pas eu d'intermédiaire car les arbres qui étaient au bord du chemin, c'était vraiment un chemin où il n'y avait pas de pesticides, de fongicides, de combines et de choses comme ça. C'était vraiment quelque chose de tout ce qui est plus naturel. L'autre chose qu'on peut faire, et puis c'est ce qui est sur l'assiette, c'est-à-dire qu'ici, vous pouvez voir qu'on a mis des germes. Sur le pain, on a mis des germes.
Donc, un germoir, c'est facile à fabriquer. On pourrait même fabriquer le germoir avec cette simple assiette en mettant du coton et en posant les petites graines dessus. Ça suffirait pour faire un germoir. Ben, des germoirs, c'est assez facile et c'est vous qui fabriquez votre propre nourriture. Quand vous avez des germes que vous les déposez sur votre pain, vous ne pouvez pas savoir à quel point les germes, c'est une énergie extraordinaire. Eh bien, aussi bizarre que ça puisse paraître, avec 3 noisettes, 4 noix et 2 morceaux de pain avec des germes, c'est comme si j'avais mangé une entrecôte, pommes frites, salade avec dessert et puis 3 décillitres de vin rouge. C'est énorme. C'est aussi le cas avec le thé. Le thé, naturellement, c'est importé. Mais je vous signale qu'on peut très bien faire la même chose avec des tisanes. Ça passe très bien. Par exemple, moi-même, j'ai ramassé au bord des routes des orties que j'ai ensuite fait sécher. Je les ai mises dans le thé et quand elles étaient dans le thé, elles m'ont fait une espèce de thé, une tisane d'ortie. Et j'ai pu mettre un petit peu de thé avec l'ortie pour donner un peu de stimulation. On aurait pu faire aussi avec l'hysope. Parce que, je veux vous le dire quand même, l'image est terrible. Maintenant, nous allons vous la montrer. Je vais enlever cette lampe, on va retirer, voilà. Et maintenant, vous pouvez voir clairement, voilà l'horreur de ce qu'on a fait de notre terre. Vous voyez, elle est en train de fondre. Alors si c'est ça que vous voulez, vous continuez votre vie comme vous avez fait jusqu'à présent. Mais si vous voulez essayer de sauver cette situation, enfin ce qui peut encore être sauvé de cette situation, eh bien il faut qu'on devienne extraordinairement responsable et dans notre responsabilité, on acquiert la liberté de ne plus manger tout ce qui est fabriqué par l'industrie qui nous fait tant de mal. Et ainsi, nous aurons quelque chose et nous aurons fait un geste pour cette planète. Voilà, aujourd'hui, c'était notre cadeau de Noël, c'était celui-ci. Offrez-vous la liberté de manger ce qu'il vous plaît. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'ouvre la boîte pour mettre un peu de thé c'est du thé vert. Je mets maintenant le dispositif dans la théière. L'eau fait ses petites bulles. Voilà. Maintenant que l'eau fait ses petites bulles, je verse l'eau sur le thé. Je verse l'eau sur le thé. Amis de la liberté, je bois ce verre de thé à votre santé. Il y a plusieurs façons de se procurer des légumes et des fruits à côté, pas sans faire des longs trajets, des produits de très bonne qualité, avec un très bon rapport qualité-prix. Donc voilà, je vais à la cueillette de Villetan, j'accueille mes fraises et puis mes framboises, les légumes. Et ça me permet d'avoir un coût de revient très faible et pouvoir les vendre après à des prix tout à fait raisonnables, quoi. Je ramasse aussi les orties à la ferme de Villetan et qui en fait sont gratuites parce que c'est tellement considéré comme une mauvaise herbe qu'ils ne les vendent même pas. Moi, c'est incroyable parce que c'est super bon les orties. Le circuit court, c'est très important parce que c'est la question de l'environnement. Le produit, aussi beau, aussi merveilleux soit-il, qui vient de l'autre côté de la planète, ça ne m'intéresse pas. Et moi, je trouve quand même que c'est très bizarre que les produits qui viennent de loin, c'est moins cher qu'ils s'occupent juste à côté. Il y a quelque chose de très bizarre. Moi, je n'ai pas encore réussi à découvrir ce que c'est, mais ça sonne faux, c'est pas juste, quoi. Je ne sais pas qui a ramassé les produits, je ne sais pas s'il y a des enfants qui, au lieu d'aller à l'école,
sont en train de cueillir les légumes que je vais. Donc, quelque part, je participe à quelque chose de très moche en achetant des choses que je ne sais pas d'où elles viennent. Je suis prête à payer plus cher pour entretenir l'agriculture locale, pour aider les paysans qui sont à côté de chez moi. La France était autosuffisante jusque dans les années 60 et depuis qu'elle s'est lancée dans ce marché industriel, elle est maintenant importatrice de fruits, de légumes, de viande, elle ne se nourrit plus. La France est incapable de nourrir sa population. C'est-à-dire que cette soi-disant propagande qui devait soi-disant nourrir les gens a fait que l'Europe est maintenant le premier importateur d'aliments du monde. L'Europe, il n'y a plus de sécurité alimentaire. Les citoyens européens ne le savent pas, mais ils ne peuvent pas vivre sans l'importation. Victor Hugo, extrait de la légende des siècles, Bose, endormi. Bose s'était couché de fatigue accablé. Il avait tout le jour travaillé dans son air, puis avait fait son lit à sa place ordinaire. Bose dormait auprès des boisseaux pleins de blé. Ce vieillard possédait des champs de blé et d'orge. Il était quoique riche, à la justice enclin. Il n'avait pas de fange en l'eau de son moulin, il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. Sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril. Sa gerbe n'était point avare ni haineuse. Quand il voyait passer quelques pauvres glaneuses, laisser tomber exprès des épis, disait-il. Cet homme marchait pur, loin des sentiers obliques, vêtu de probité candide et de lin blanc. Et toujours du côté des pauvres ruisselants, ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques. Bose était bon maître et fidèle parent, il était généreux quoiqu'il fût économe. Les femmes regardaient Bose plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau. Mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première, entre aux jours éternels et sort des jours changeants, et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens. Mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Donc Bose, dans la nuit, dormait parmi les siens près des meules qu'on eût prises pour des décombres. Les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres, et ceci se passait dans des temps très anciens. Les tribus d'Israël avaient pour chef un juge. La terre, où l'homme errait sous la tente, inquiet des empreintes de pieds de géants qu'il voyait, était encore mouillée et molle du déluge. Comme dormait Jacob, comme dormait Judith, Bose, les yeux fermés, gisait sous la feuillée. Or la porte du ciel s'étant entrebâillie au-dessus de sa tête, un songe en descendit. Et ce songe était tel que Bose vit un chêne qui, sorti de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu. Une race y montait comme une longue chaîne, un roi chantait en bas. En haut mourait un dieu, et Bose murmurait avec la voix de l'âme, « Comment se pourrait-il que de moi ceci vint? Le chiffre de mes ans a passé 80, et je n'ai pas de fils, et je n'ai plus de femme. Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre. Et nous sommes encore tout mêlés l'un à l'autre, elle à demi vivante, et moi mort à demi. Une race naîtrait de moi. Comment le croire? Comment se pourrait-il que j'eusse des enfants? Quand on est jeune, on a des matins triomphants, le jour sort de la nuit comme d'une victoire. Mais vieux, on tremble, ainsi qu'à l'hiver le bouleau. Je suis veuf, je suis seul,
et sur moi le soir tombe, et je courbe, ô mon Dieu, mon âme vers la tombe, comme un bœuf ayant soif penche son front vers l'eau. Ainsi parlait Bose, dans le rêve et l'extase, tournant vers Dieu ses yeux par le sommeil noyé. Le cèdre ne sent pas une rose à sa base, et lui ne sentait pas une femme à ses pieds. Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une Moabite, s'était couchée aux pieds de Bose, le sein nu, espérant on ne sait quel rayon inconnu quand viendrait du réveil la lumière subite. Bose ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle, les souffles de la nuit flottaient sur Galgala, l'ombre était nuptiale, auguste et solennelle, les anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit par moments quelque chose de bleu qui paraissait une aile. La respiration de Bose qui dormait se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse. On était dans le mois où la nature est douce, les collines ayant des lys sur leur sommet. Ruth songeait, et Bose dormait. L'herbe était noire, les grelots des troupeaux palpitaient vaguement. Une immense bonté tombait du firmament. C'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Tout reposait dans Ur et dans Jérumadette. Les astres émaillaient le ciel profond et sombre, le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l'ombre brillait à l'Occident. Et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel Dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait, en s'en allant, négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang, soleil moisi, sur le lac, lune vivante, j'écris ton nom, sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom, sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom, sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom, sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom, sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom.
sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit, coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté.